Bonjour à vous, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Jobstick. Et merci d'être si nombreux à vous être inscrits. Cette édition sera toute particulière puisqu'elle est 100% en ligne et on sait bien pourquoi. Voilà, donc je m'appelle Édouard Forzy, je suis le président de l'association La Mêlée, qui est une association qui travaille depuis 20 ans, donc nous fêtons en 2020 ces 20 ans, en Occitanie sur les sujets des usages et de l'innovation numérique auprès des entreprises et d'un public encore plus large. Voilà, c'est 600 adhérents, beaucoup d'entreprises, petites, moyennes et grandes, qui sont basées sur toute la région et nous sommes basés à Toulouse et à Montpellier et travaillons sur tous les territoires de cette région. Sur 6 grands axes que sont la transformation digitale, les talents, on y reviendra, l'open innovation, l'entrepreneuriat et les sujets d'inclusion numérique. Alors, sur cet axe talent qui est très important, nous organisons régulièrement des rencontres que nous appelons Jobstick. Et donc, je tiens d'abord à remercier les organisateurs de cette journée, principalement les personnes de la commission DigiWorks de la Mêlée, donc Yannick Denis et Pierre Scampini, ou Constance de Seine qui a organisé toute cette journée, la commission sécurité avec Monsieur Vermande que vous verrez après, et la commission sécurité dans laquelle on retrouve des organismes tels que l'ANSSI par exemple. Donc édition 100% en ligne et vous pourrez interagir toute la journée avec nous via le chat en posant vos différentes questions. Donc cette journée s'inscrit dans le cadre de la semaine des talents du numérique que nous avons mis en place avec qui ont été mis en place par différents partenaires, initiés par Pôle emploi, la French Tech, mais avec d'autres tels que Digital 113 ou la PEC. Et cette journée aujourd'hui est co-organisée avec, comme je le disais, la région Occitanie dans le cadre d'un plan de transformation numérique et cybersécurité sur lequel la mêlée a été missionnée et l'organisation de la région ad hoc. Co-organisateur de cette journée, Pôle emploi, avec lesquels nous sommes partenaires ici à Toulouse, en Haute-Garonne, mais aussi à Montpellier. Et je tiens à citer quand même les partenaires de cette journée, que sont Med6, Scriba, Freelancer, Atos, IMSA, Faircho, Partitio, l'APEC et tout l'emploi. Nous sommes, vous l'avez constaté, dans une période très particulière, avec des problématiques importantes. On voit dans notre région des secteurs d'activité qui sont très touchés, tels qu'évidemment l'aéronautique, et globalement on a des chiffres plutôt pessimistes sur l'emploi dans les prochains temps, y compris avec des chiffres un peu alarmants pour les sous-traitants de ces grandes industries, et notamment le digital. Mais on voit aujourd'hui, on a vu aujourd'hui que les partenaires de cette journée avaient tenu à poursuivre leur recrutement et on a constaté, c'est pour ça qu'il y a eu cette semaine des talents du numérique, que le recrutement se poursuivait néanmoins et il y a aujourd'hui beaucoup d'offres d'emploi et tout à l'heure vous aurez une session de speed recrute. Nous sommes tous conscients, et cette crise l'a révélé, de l'urgence de la transformation digitale. On l'a vu pour les entreprises, pour le télétravail, pour l'inclusion numérique, avec beaucoup de publics en difficulté, et évidemment tout ceci devant aller vers un cadre plus durable. Donc nous appelons aujourd'hui et pour la suite à une mobilisation sur ces thématiques. On vous propose de nous rejoindre à la mêlée et auprès de nos partenaires pour cela, avec nos différentes commissions. Nous vous donnerons rendez-vous aussi pour le grand rendez-vous qui devra démontrer cette mobilisation qui aura lieu à la rentrée, donc la mêlée numérique du 28 septembre au 2 octobre et qui donnera là aussi le top de départ du mois des talents du numérique que nous organisons là aussi toujours avec nos partenaires de Pôle emploi ou de la région. Et cette fois-ci, en démarrant le 2 octobre avec un prochain Jobstick à Toulouse, nous irons ensuite à Tarbes, à Rodez, à Carcassonne, à Perpignan, puis à Montpellier, avec un dernier Jobstick le 3 novembre chez Montpellier Business School, pour un peu promouvoir tous ces talents du numérique, ces formations du numérique, ces emplois et ces recrutements dans le numérique,
Voilà, ça, ce sera sur octobre-novembre. Voilà, donc je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie tous les participants et les organisateurs. Je remercie évidemment Quentin Richard et Jordan Souchet à la régie, puisque cette nouvelle façon d'organiser les événements que nous lançons aujourd'hui va s'inscrire dans la durée. Donc c'est un gros travail qui a été fait. Voilà, et je passe de suite la parole à Fabrice Verbande pour le premier débat de la journée. Bonne journée à tous et à très bientôt. Merci. Merci Edouard. Donc, je suis Fabrice Vermande. Donc, j'ai aujourd'hui l'honneur d'animer, non pas en tant qu'expert sécurité, mais en tant qu'animateur, cette première table ronde en direct donc, sur la plateforme de la mêlée. Donc, première table ronde qui nous avons intitulée Cybersécurité, tous concernés. Et pour débattre de ce sujet, j'ai avec moi 4 intervenants. 3 sont sur le plateau ici en direct et un quatrième en visioconférence. Alors, premier intervenant qui participe, donc Caroline Aubry, vous êtes enseignante-chercheur à l'université Paul Sabatier de Toulouse et vos travaux se portent sur la fonction de risk manager. Donc j'invite toutes les personnes qui s'intéressent à ce sujet à consulter votre blog www.gestiondesrisques.com. Et vous avez aussi édité un ouvrage qui s'intitule La fonction Risk Manager, organisation, méthode et positionnement. Merci de votre présence. Présent ici aussi sur le plateau, Monsieur Laurent Simeoni. Vous travaillez pour Pôle emploi, donc vous avez une carrière un peu atypique, on en discutera tout à l'heure, donc 20 ans d'expérience dans les ressources humaines, et aujourd'hui vous êtes chargé de la lutte contre la cybercriminalité pour le site pôle emploi.fr. Rémi Danzini, qui est notre correspondant depuis 6 mois sur la région Occitanie de l'ANSSI, nous rejoindra dans quelques instants ici sur le plateau. Et nous avons à distance Stéphanie Bouscarier, qui est chef information sécurité officière du groupe Latécoère. Bonjour Stéphanie. Vous œuvrez, vous errez, je ne savais pas comment formuler, depuis presque 20 ans dans ce milieu de la cyber, de la protection des systèmes d'information. Je pense que vous êtes connu ici, même nationalement, pour vos interventions. La preuve, c'est qu'en 2019, vous avez été classé par l'usine Nouvelle parmi les 100 Français qui comptent pour la cybersécurité. Rémi nous rejoint. Merci Rémi, bonjour. Donc, tu as été présenté déjà. Donc, pour lancer ce débat, ce qui est sûr et ce qui est indéniable, c'est que aujourd'hui, nous sommes tous concernés par la cybersécurité, tous en tant qu'individus, petites structures associatives, PME, artisans, en passant par les services publics, les mairies, les hôpitaux, et puis bien sûr les grandes structures comme les grands groupes industriels. Et puis on peut aussi penser aux États, jusqu'aux États. Mais ce qui est sûr, c'est que cette cybersécurité ne se cantonne plus aux métiers historiques tels que les hackers, les pirates ou les experts en sécurité ou les ingénieurs en infrastructure de sécurité. On voit apparaître de nouveaux métiers dans le monde de l'entreprise. Ce qui est sûr aussi, c'est que aujourd'hui, de ne plus considérer les risques et les conséquences que peuvent avoir l'impact d'une attaque cyber n'est plus possible. Donc on verra un petit peu à travers les débats tout ça. Donc Caroline, pour commencer avec vous, première question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi aujourd'hui il est aberrant ou il est inconscient de ne pas prendre au sérieux cette analyse de risque, quelle que soit la structure dans laquelle on appartient, et quelle méthode utiliser, comment ça évolue dans l'entreprise. Alors, donc, effectivement, depuis 30 ans, c'est-à-dire à peu près depuis 1990, le risque dans toutes les entreprises est devenu une variable stratégique de la réflexion des entreprises, et elle est devenue sous l'impulsion de 4 facteurs. Et on va voir que le cyber-risque suit cette évolution. Le premier facteur, c'est d'abord l'élargissement du domaine du risque. C'est-à-dire qu'aux risques traditionnels que les entreprises connaissaient bien, à savoir par exemple l'incendie ou l'inondation, sont venus s'ajouter des risques nouveaux.
des risques nouveaux tels que le risque éthique, tels que le cyberrisque. Et de nouveaux qualificatifs sont venus également préciser la nature du risque, c'est-à-dire qu'on parle de risque environnemental, on parle de risque sanitaire, on parle de risque social. Si je prends deux exemples, l'incendie l'an dernier de l'usine Lubrizol n'est pas, entre guillemets, qu'un risque d'incendie traditionnel. C'est bien plus que ça, c'est un risque éthique dans sa dimension développement durable. Si on prend l'exemple aussi des cyberattaques répétées qu'a subi Airbus l'an dernier ou que subissent d'autres entreprises, des collectivités, des hôpitaux, ce sont des risques nouveaux. Ils sont issus des transformations technologiques et aujourd'hui, le cyberrisque, c'est le premier risque cité par les entreprises dans le baromètre 2019 ou 2020 de l'assureur Allianz. Alors, qu'est-ce que ça change ? Cet élargissement oblige les entreprises à faire face à des risques potentiels. Et ces risques potentiels, ils sont plus difficiles, ils sont plus complexes à cerner que les risques traditionnels, que les risques avérés, parce qu'ils sortent du champ de compétences des experts. C'est le premier facteur. Le deuxième facteur, ça a été l'apparition de la subjectivité du risque. C'est-à-dire l'idée que le risque n'est pas seulement objectif, mais qu'il y a un risque perçu qui varie selon les individus et selon leur positionnement dans l'entreprise. Si je prends un exemple, dans un numéro récent d'Atout Risk Manager, Philippe Cotel, qui est le risk manager de la branche défense spatiale d'Airbus, il revient sur une de ses premières expériences de cartographie. Il avait réuni à cette époque les responsables production, sécurité, ressources humaines de deux sites, le site des Mureaux et le site de Stevenage en Angleterre, et il les a fait réfléchir sur la mesure de la vulnérabilité au cyberrisque. Et il s'est aperçu de quoi ? C'est-à-dire que des deux côtés de la Manche, l'évaluation de la probabilité du risque était complètement différente. Pour les uns, très faible probabilité, pour les autres, assez forte probabilité. Donc, les entreprises sont obligées de prendre en compte cette perception du risque. Et cette perception du risque, elle intervient également dans les relations de l'entreprise avec les acteurs de la société civile. C'est-à-dire que si on a juste une approche objective et une évaluation objective de l'incendie de l'usine Lubrizol, celle-ci, elle est que partielle, voire erronée. C'est-à-dire qu'il faut vraiment prendre en compte, dans le cas de l'usine Lubrizol, l'anxiété collective de la population et le fait que les populations qui habitent à proximité des installations Seveso ont une perception beaucoup plus aiguë du risque et beaucoup plus forte. Et là aussi, donc ça oblige les entreprises à prendre cette dimension, même si c'est complexe, et ça va les obliger à impliquer davantage les acteurs, et ça les oblige aussi à prendre en compte les facteurs d'environnement qui sont susceptibles d'influencer sur cette perception. Le troisième facteur, alors on en a assez parlé avec le coronavirus, c'est la réticence des compagnies d'assurance à prendre en charge ces nouveaux risques. Et pour les entreprises, comment continuer à croire qu'il n'y a pas un gap énorme entre la protection offerte par les assurances et le coût de cyberattaques répétées. Donc là aussi, ce troisième facteur oblige les entreprises à gérer les risques. Et enfin, le dernier facteur, depuis 2004, c'est les actions du législateur régulateur et des médias qui, à mon sens, diffusent une vision du monde plus risquée qui est problématique pour les entreprises. C'est le fameux principe de précaution, dont là aussi on a encore beaucoup parlé, qui diffuse ce que j'appelle l'illusion du risque zéro, c'est la RGPD et c'est les médias qui, de leur côté, amplifient la notion de responsabilité du dirigeant en cas de négligence. Donc, tous ces facteurs cet élargissement du risque font que les entreprises doivent et ont mis en place depuis 1990 une méthodologie, une démarche de gestion des risques qui vise soit à lever, soit à transférer, soit à atténuer, soit à accepter le risque dans sa forme résiduelle.
Okay, et cette méthode, si la méthode la plus aboutie, c'est ce que les anglo-saxons appellent l'ERM. Cette méthode de RM, Enterprise Risk Management, elle est globale parce que elle met en place toutes les étapes de la démarche et elle concerne tous les acteurs de l'entreprise. Et elle est également transversale, donc globale et transversale. Alors je peux juste vous la résumer en 5 étapes. Cette méthode, première étape, c'est celle de l'élaboration de la définition des risques majeurs de l'entreprise à partir de 2 niveaux d'identification, qui vont être tout en haut les objectifs stratégiques de l'entreprise et ses contraintes opérationnelles, c'est-à-dire en fait son business model. La deuxième étape, c'est l'identification des risques présents, passés et émergents à partir de 2 grandes méthodes, qui sont les méthodes bottom-up et les méthodes top-down. La troisième étape, c'est l'évaluation, la quantification des risques sur les 2 axes, probabilité et gravité, et l'élaboration d'une cartographie. La quatrième étape, c'est l'identification des dispositifs de contrôle face à chaque risque. Si le risque est sous-contrôlé, là, il va falloir mettre en place un plan d'action. Et la 5e étape, qui est celle que très peu d'entreprises mettent en œuvre en France et qui est pourtant essentielle, c'est la 5e, à savoir analyser ces risques, suivre ces risques et mettre en place un apprentissage. Donc c'est une méthode unique, et c'est une méthode unique, alors que je vous ai présenté de manière un peu générique, mais qui est à décliner sur tous les risques de l'entreprise, dans toutes les entités, périmètre à 360 degrés, et vous qui vous intéressez au cyber-risque, charge à vous de vous l'approprier et de la décliner sur le cyber-risque. Alors du coup, la question que j'ai envie de vous poser, c'est associé à cette méthodologie, à l'implémentation qu'on doit appliquer en entreprise, de nouveaux métiers sont apparus et quels sont ces métiers? Effectivement, depuis 2004, les premières ont été créées en France en 2004. Les entreprises, particulièrement les grandes, en 2004, mais maintenant de plus en plus d'entreprises, ont créé une fonction risk manager, c'est-à-dire une fonction qui est 100% dédiée à la gestion des risques. Et elle est organisée en gros sur 2 niveaux. C'est-à-dire qu'au niveau central, vous avez un risk manager corporate, qui est accompagné d'une petite équipe, en général une équipe restreinte de risk officers qui sont spécialisés sur la gestion des risques. Et au niveau local, il existe des responsables de risque. Moi, je les appelle des correspondants risques parce que bien souvent, ce ne sont pas forcément des professionnels du risque. Ils vont travailler à temps partiel sur le risque. Et là, il en existe un certain nombre. En gros, il existe 3 types de postes qui vont être déclinés dans l'entreprise. Ça peut être au siège, hors du département de gestion des risques. Ça va être des correspondants risques sur les grands domaines d'activité stratégiques, par division, par filiale, par métier, par secteur. Vous en avez aussi au siège et hors du département de gestion des risques qui, eux, vont être positionnés sur des fonctions transversales, marketing, ressources humaines, réseau. Et vous avez des correspondants risques dans les entités, business unit ou alors les projets. Et je prendrai juste un exemple en l'illustrant sur l'organisation décentralisée de la filière gestion des risques opérationnels d'une banque. Donc il y a le niveau corporate, ensuite vous allez avoir le responsable des risques de la filière risque opérationnel, et celui-ci, il a sous sa responsabilité 5 responsables risques qui sont répartis par métier. C'est-à-dire un responsable risque banque de détail, il y en a un ressources humaines, un finance, un qui va s'intéresser aux assurances, et le 5e, système d'information et plan de continuité d'activité. Et comme je pense que c'est celui-ci qui vous intéresse, si on fait un focus sur celui-ci, lui, il va travailler avec 3 experts. Il a sous sa responsabilité 3 experts qui sont un expert système d'information rattaché au SI, un expert cybercriminalité qui est rattaché à l'informatique et un expert plan de continuité d'activité qui est rattaché aux moyens généraux. Et leur mission, c'est de mettre en place sur leur domaine, sur leur périmètre de risque, cyber-risque, système d'information,
la démarche que je vous ai présentée tout à l'heure. Je pense que c'est vers ce type de poste que vous vous dirigez, Tout à fait. que vous vous orientez. Merci beaucoup Caroline. Donc du coup, je me permets de rappeler votre blog, donc www.gestiondesrisques.com. Donc pour les gens qui voudraient approfondir ou découvrir un peu plus vos missions, qu'ils n'hésitent pas à aller voir ce blog. Merci beaucoup Caroline. Merci beaucoup Fabrice. Pour continuer dans notre débat, Rémi Daudigny, qui est le correspondant depuis 6 mois de l'ANSSI, merci de votre présence ici sur le plateau, c'est un honneur. Merci de votre accueil. Ce qui m'intéresserait pour prolonger un petit peu le discours de Caroline, c'est d'avoir votre vision terrain. Alors on va se limiter à notre territoire de l'Occitanie, savoir comprendre sans divulguer de secrets qu'est-ce qui se passe sur notre territoire occitan, comment les entreprises, quelle que soit leur taille, gèrent ou essayent de gérer au mieux ce risque cyber. Alors juste avant d'attaquer ce sujet, dans la continuité des explications de Caroline, l'ANSSI a développé une méthode d'analyse de risque qui s'appelle EBIOS Risk Manager. C'est la nouvelle version en fait de cette méthode dédiée en fait à la SSI, à la sécurité des systèmes d'information. Méthode qui vit depuis presque 20 ans au sein de l'agence, qui a un rayonnement international et dont les précédentes versions ont beaucoup influencé l'ISO 27005, qui est la référence internationale sur la gestion des risques. Et donc, je n'ai pas suffisamment appliqué cette méthode, puisque vous voudrez bien excuser mon retard, je n'ai pas anticipé le risque déconfinement de mes concitoyens qui a généré un trafic beaucoup plus important qu'habituellement. Ça, c'est pas vu, Rémi, c'est pas grave. Donc oui, concrètement, on parle de risque, on parle de risque cyber, c'est quelque chose de très éthéré, on voit pas trop l'impact, et puis on se dit bah finalement ça n'arrive qu'aux autres. Cybersécurité, tous concernés parce qu'en fait tous les domaines d'activité sont concernés. Tu l'as dit Fabrice, secteur public, secteur privé. Dans l'entreprise, dans le monde de l'entreprise, sur les collectivités locales, au niveau personnel, on voit énormément de progression d'atteinte en fait au système d'information de particuliers. Et plus concrètement, donc dans notre région, sur les derniers mois qui se sont écoulés. Quelques exemples assez marquants. L'établissement de santé publique de Lomagne, donc dans le Gers, a été victime d'une attaque par rançongiciel. En période de coronavirus, un établissement de santé et 3 EHPAD qui se retrouvent sans système d'information et qui sont contraints de reconstruire tout leur système d'information, c'est quelque chose qui a un impact fort. Heureusement, ce n'était pas un établissement qui était engagé dans la lutte spécifique Covid, car ne disposant pas en fait de chaîne de réanimation. Mais quand même, aujourd'hui, ça reste un cas d'école dans lequel on a tout perdu et on a reconstruit en fait l'intégralité du système d'information. Donc la gendarmerie est intervenue. L'ANSSI est intervenu en soutien technique et pour pouvoir accélérer la remise en service, le conseil départemental a également mis à disposition de l'établissement des équipements informatiques pour pouvoir reconstruire plus rapidement le système d'information. Donc voilà, un cas concret il y a quelques semaines d'une attaque. Un autre cas très très local, le site web de la mairie de Toulouse. Donc quelque chose qui a été vu pendant plusieurs semaines, victime d'une attaque. Et finalement, la reconstruction a été longue. Voilà. Il n'y a pas eu de dégâts, heureusement. Il n'y a pas eu de dégâts, pas de fuite d'informations, mais reconstruire et remettre en service en fait le système d'information a été une étape particulièrement longue pour ces équipes. Le piratage du conseil municipal de Toulouse en webconférence aussi a fait les choux gras de la presse locale.
c'est une attaque sous une autre forme, mais c'est quelque chose de ciblé qui vise à perturber le fonctionnement des collectivités et de notre système et de notre nation. Dans le domaine privé, des PME victimes de faux ordres de virement, le fameux arnaque au président, quelque chose qui est de plus en plus répandu, et puis des dénis de service, des attaques par déni de service sur des collectivités territoriales et sur également des entreprises. Donc voilà, c'est un florilège de ce qui peut se produire, tout en sachant que pour l'agence, la priorité, enfin l'inquiétude, le sujet de préoccupation, on va dire, numéro 1, reste en fait l'espionnage et le vol de propriété intellectuelle. Mais en janvier dernier, un rapport du CERTFR faisait donc mention d'une prolifération inquiétante de la menace rançongicielle qui était identifiée comme quelque chose de vraiment très 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 important. Et depuis quelque temps, l'agence, par le site du CERTFR, diffuse des indicateurs de compromission. C'est une première, hein, ça n'avait jamais été fait auparavant. Donc des signatures qui permettent de détecter des comportements malveillants de logiciels, donc téléchargeables librement sur le site du CERTFR. Donc une préoccupation importante sur ces menaces et sur une cybercriminalité qui s'adapte, qui surfe bien entendu sur l'actualité. Et je voudrais terminer cette introduction sur la partie criminalité tout en disant que la crise Covid, c'était une crise sanitaire, ce n'était pas une crise cyber. Voilà. On n'a pas eu affaire à quelque chose où les systèmes d'information ont été massivement attaqués. Néanmoins, pendant cette période très particulière où les gens n'étaient pas au bureau, où les gens travaillaient depuis chez eux, avec potentiellement des équipements qui avaient des configurations mal adaptées pour assurer la sécurité, il a fallu apporter très rapidement des solutions fonctionnelles pour que les gens puissent continuer leur activité, parfois au détriment de la sécurité. Et bien, cette période-là a été propice à de larges campagnes de phishing, de hameçonnage, qui ont essaimé des graines de logiciels malveillants dans les systèmes d'information. Et donc l'agence est très vigilante aux semaines qui vont arriver, à l'activité économique qui va reprendre et aux incidents de sécurité qui vont éclore certainement dans les entreprises et les collectivités locales. Voilà. Donc ça, c'est un point vraiment particulier d'attention, surtout dans une période estivale où les services vont tourner au ralenti. Voilà. Très bien, merci beaucoup Rémi. Alors moi je vais faire l'écho là de peut-être d'entrepreneurs ou de petites PME là qui nous écoutent aujourd'hui en disant qui peuvent dire effectivement il y a une méthodologie, mais moi ma petite structure ne permet pas financièrement et le temps ne permet pas de mettre en place tout ça. Alors comment moi PME, comment petit artisan, si je m'intéresse, si j'ai cette démarche la volontaire initiale en disant où est-ce que je peux trouver des ressources, de l'aide, ça c'est ma première interrogation. Et ma deuxième interrogation, s'il est trop tard, effectivement tout mon système d'information est verrouillé, je dois payer une rançon, que faire? Alors dans les deux cas, la réponse est ne pas rester seul. Voilà. Ne pas essayer de jouer aux apprentis sorciers, ne pas essayer de trouver les solutions seul et de bricoler des choses dans son coin. Ça ne fonctionne pas. Voilà. Et il y a des dispositifs qui permettent d'être accompagnés à différents niveaux. Sur le côté prévention, cybermalveillance.gouv.fr, c'est un site, donc c'est un groupement d'intérêt public qui a pour vocation justement d'apporter de la sensibilisation, de l'information sur le risque cyber, mais plus que ça en fait, d'assurer des parcours victimes, c'est-à-dire vous êtes une personne privée, vous êtes une entreprise, vous êtes une collectivité territoriale, vous allez sur le site, vous décrivez le problème que vous rencontrez, sextorsion, hameçonnage, etc. Et vous êtes accompagné par le site qui va vous indiquer déjà
les forces de l'ordre vers qui il va falloir porter plainte, parce que ça c'est le message clé aussi, c'est porter plainte, et une liste de professionnels de la sécurité qui vont vous accompagner pour de la remédiation, mais aussi parfois pour du conseil. Voilà. Donc ça, c'est le label Expert Cyber qui a été mis en œuvre il y a moins d'un mois, qu'on peut trouver sur la plateforme cybermalveillance.gouv.fr. Constance alimente la plateforme de la mêlée là, avec toutes les ressources que vous avez citées. Très donc bien. c'est alimenté. Après, on a aussi 2 initiatives locales très intéressantes et très dynamiques, qui sont la plateforme Cyberrock de l'Agence de développement économique, dans lequel vous allez trouver de l'actualité sur la partie SSI, des diagnostics SSI aussi, pour faire le point sur la maturité du système d'information de l'entreprise, et puis des capacités d'accompagnement. Et cette plateforme va faire dans quelques temps le lien vers cybermalveillance avec les experts justement des labellisés experts cyber. Une autre initiative de la Directe, cette fois-ci, côté de État, Cybersecure, qui effectue aussi, qui propose des diagnostics de sécurité, mais sécurité économique, donc c'est-à-dire sécurité numérique et économique, avec des capacités d'offres de formation suivies par les OPCO et la Directe. Et la gendarmerie, très active aussi, avec la dimension sécurité économique, parce que finalement, le cyber, ça sert à rien. Le cyber, c'est juste là que pour protéger la vie personnelle et puis la vie économique. Voilà. Donc, sécurité économique Occitanie @gendarmerie-intérieure.gouv.fr. Et je terminerai sur ce point. Quand je suis victime d'une agression dans la rue, je vais voir la police, je vais porter plainte. Quand je suis victime d'une effraction à mon domicile, je vais voir la gendarmerie ou la police et je vais porter plainte. Quand je suis victime d'une cyberattaque, je vais porter plainte. Voilà. C'est quelque chose, c'est le premier pas qui permet d'enclencher la réaction en chaîne pour être accompagné par la gendarmerie ou la police. La gendarmerie ont des services, dédiés, et tous les commissariats et les postes sont en capacité de prendre ces plaintes. Voilà. Merci beaucoup, Rémi. Pour continuer pleinement là, dans cette vision du terrain, je vais m'adresser donc à Stéphanie Ouscarier, qui est CISO du groupe Latécoère. Stéphanie, vous êtes avec nous? Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Donc rapidement, parce que c'est vrai que le temps avance très vite dans tous ces débats. Ce qui m'aurait intéressé, c'est d'avoir votre vision en tant que CISO et puis les expériences précédentes de cette évolution de la cyber. Comment vos fonctions ont mené à mettre en place des moyens pour éviter des attaques. Comment l'évolution s'est passée? C'est surtout le sentiment de répéter les mêmes choses, les mêmes consignes, les mêmes avertissements depuis presque 20 ans maintenant. Ce qui a changé, c'est que la cybercriminalité et les effets sur les entreprises et les particuliers des attaques cyber se voient. On en parle. Et ce que disait Rémi est tout à fait vrai. Aujourd'hui, il faut absolument qu'on mette encore plus en lumière les faits et les impacts. Il faut porter plainte. Il faut matérialiser cette difficulté-là, parce que c'est ça qui fait avancer collectivement. On ne peut pas mobiliser les entreprises, les organisations face à un risque dont ils n'ont pas conscience, finalement. Et je pense que Caroline sera d'accord avec moi pour dire que la gestion du risque, c'est vraiment prendre conscience du risque, de l'impact, et mettre en œuvre une organisation pour alors on sait qu'on ne peut pas le réduire drastiquement parfois, mais au moins pour partager ces éléments-là sur l'ensemble de l'entreprise. En cybersécurité, on a eu tendance et on a encore le biais de dire bon, la cybersécurité, c'est le problème de l'informatique. Or non, on a vu depuis le début de cette conférence que justement l'informatique est un moyen de se protéger contre les cybermenaces,
et de gérer les cyber-risques, mais c'est vraiment l'affaire de tous. Et c'est aussi pour ça que je trouvais intéressant d'ouvrir cette journée Jobs TIC sur cybersécurité, tous concernés. On est tous concernés. Et on essaye de faire aujourd'hui en entreprise, c'est justement de sortir la cybersécurité du seul giron de la DSI, de partager, puisque chacun a son rôle à jouer pour protéger les intérêts économiques de l'entreprise. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire nos emplois. Quand on travaille sur la cybersécurité, on travaille à protéger nos emplois. Et dans le contexte actuel, les menaces sur l'emploi sont suffisamment présentes pour ne pas y rajouter des facteurs de risque supplémentaires. Donc, ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, c'est ça, c'est de transversaliser cette gestion. Il faut beaucoup expliquer. Il y a un vrai travail de pédagogie à faire par la RSSI, mais qui a toujours été finalement à la base de nos métiers. On s'appuie pour ça sur effectivement des acteurs tiers, et l'ANSSI en est un évidemment incontournable aujourd'hui. Je suis particulièrement contente d'ailleurs que l'ANSSI ait réussi à décentraliser un petit peu ses services et à nous permettre d'avoir un représentant de l'ANSSI en région. Parce que c'est très important aussi, cette proximité, cette connaissance du terrain économique qui diffère d'une région à l'autre et qui va influer à la fois sur les facteurs de risque, mais aussi sur les catégories d'impact. Donc, dans l'entreprise, c'est faire en sorte que tout le monde comprenne quelle est la part du job qu'il doit faire. Et même si c'est la part du colibri, c'est quand même quelque chose qui doit être compris. Là, il y a encore du travail. Alors, on peut espérer que dans les formations dont on parlera dans la troisième table ronde, on va pouvoir justement aider nos jeunes populations, nos nouveaux entrants sur le marché, à être beaucoup plus conscients de cette dimension de protection de l'entreprise par le biais des activités digitales, puisqu'évidemment, toutes nos entreprises se digitalisent, même si je n'aime pas cette expression. Le digital et le numérique deviennent prépondérants dans nos façons de communiquer, dans nos façons de produire. Aujourd'hui, on a des usines 4.0. Ces usines 4.0, elles sont peut-être encore plus faillibles, évidemment, aux cybermenaces, puisqu'elles ont des surfaces d'attaque, des robots autonomes, des réseaux, de l'intelligence artificielle, du machine learning, tout ce qui va bien. Et donc, tout ça, c'est être capable pour l'entreprise d'améliorer son efficacité, son excellence opérationnelle, parce qu'elle a pris conscience du risque inhérent à cette transformation et qu'elle s'est acculturée pour pouvoir faire de la sécurité, et donc de la cybersécurité, non plus un centre de coûts, non plus ce qui nous empêche de travailler, mais bien une condition de la confiance vis-à-vis des clients et une condition de la performance économique et du retour sur investissement dans ces nouvelles façons de travailler en 4.0 et autres. Très bien, Stéphanie. J'espère que votre discours sera entendu par les dirigeants d'entreprise qui prendront conscience de l'importance de cette méthode, de ce rôle. Merci beaucoup du partage d'expérience. À très bientôt, Stéphanie. Pour passer du domaine de l'entreprise privée au service public, nous avons aujourd'hui la présence de Laurent Simonini. Merci Laurent de votre présence ici à Toulouse. Merci de votre accueil. Alors que votre bureau est en région parisienne. Moi, ce qui m'intéresse, deux choses m'intéressent. Votre profil est atypique, vous avez fait 20 ans de carrière dans les ressources humaines et j'aimerais comprendre et partager avec les auditeurs comment vous êtes passé à un métier aujourd'hui dans la lutte contre la cybercriminalité de votre site pôle-emploi.fr. Ça, c'est une première question. Et dans ce rôle-là, en parallèle à l'évolution des attaques et des menaces, qu'est-ce que vous avez mis en place chez Pôle emploi ? Effectivement, un parcours au début très classique, RH, formation école de commerce et master ressources humaines. Pendant 20 ans, j'ai opéré du recrutement dans des entreprises privées et j'ai rejoint également la NPE, puis maintenant Pôle emploi sur des fonctions d'appui à des licenciés économiques. Il y a quelques années, je rejoins la direction générale, la direction des services aux entreprises qui gère le site pôle emploi.fr et particulièrement l'intermédiation que l'on peut trouver sur ce site entre les candidats et les recruteurs.
Donc, très vite, les fraudeurs, les cybercriminels se sont aperçus qu'en détournant l'usage du site Internet, ils pouvaient rentrer en relation avec des candidats qui, pour eux, sont des victimes potentielles. Donc, c'est vrai que quand on parle de cybercriminalité, il y a bien évidemment toute une partie technique, mais il y a aussi, et ça a été pointé du doigt par les précédents intervenants, le détournement de l'usage d'un certain nombre de services en ligne via de l'intelligence sociale, qui ne fait pas du tout appel à des notions techniques, qui rentrent en jeu. Et c'est là où la connaissance métier d'un service en ligne, tel que le nôtre, est important, car c'est en connaissant l'usage que peut faire un candidat, un recruteur d'un site que l'on va pouvoir prévoir les risques de détournement et qu'on va pouvoir lutter contre ces risques. Donc voilà comment j'ai pu passer d'une fonction RH à une fonction de lutte contre ce risque. Très bien. Donc c'est complètement en lien avec ces nouveaux métiers, d'aller chercher des gens, comme disait aussi Stéphanie, des gens que j'appelle les gens du métier, effectivement, pour capitaliser et avoir la bonne information pour monter un système de protection. Très intéressant. Et ça nous force à travailler avec les équipes du RSSI et avec l'ensemble des directions, et vous en parliez également tout à l'heure, toutes les directions d'une entreprise sont concernées par ce risque, les directions juridiques, les directions métiers, les directions des affaires internationales, et ça c'est extrêmement important, cette sensibilisation de l'ensemble des acteurs. Alors, deuxième question, je voudrais profiter de votre venue et de votre rôle à Pôle emploi pour avoir un petit panel des métiers de la cyber, des formations qui existent, et les reconversions, les recrutements. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit aperçu rapide de ces métiers? Oui, donc on a tout simplement, si vous allez sur le site pôle emploi.fr, dans la branche candidat, vous tapez cybersécurité, et bien aujourd'hui, j'ai fait le test ce matin, vous avez 370 formations sur toute la France qui sont accessibles. Alors il y a tout type de formations, des formations très courtes qui vont durer quelques dizaines d'heures, j'en ai vu une de 40 heures sur le droit, et là, cybersécurité, des formations beaucoup plus longues, de 1300 heures, de techniciens réseau orientés risque cyber, des formations de 400 heures pour devenir consultant en entreprise ou pour des cabinets de conseil sur le risque cyber. Donc, vous avez tout type de formations qui permettent à des personnes inscrites à Pôle emploi ou qui envisagent une reconversion. Il y a différents types de financement possibles. Je crois qu'il y a une table ronde qui va en parler tout à l'heure, donc qui rentrera beaucoup plus dans le détail, qui permet à tout à chacun de trouver des formations qui permettent d'avoir une passerelle vers ces métiers. Très bien, merci beaucoup. Alors je pense que le temps qui nous était imparti approche à son terme. Alors c'est très frustrant parce que moi j'avais plein de questions, vous avez eu plein de choses à dire, mais 45 minutes à 4, alors il y aura peut-être une ou deux questions. Une question on m'a dit. Comment faire pour inciter les organisations à divulguer l'effet d'avoir été victime d'attaques pour mieux évaluer les risques? Donc effectivement, être attaqué c'est tabou, je pense, c'est ça que ça veut dire, c'est tabou. Donc comment je m'adresse à Rémi qui a peut-être plus d'expérience sur cette question, comment inciter les entreprises à partager? C'est pas une honte d'avoir été attaqué, beaucoup d'entreprises sont attaquées sans le savoir. Certaines effectivement commencent à mettre en place des plateformes ou des moyens de communication à travers j'imagine des réseaux pour partager ces attaques. Vous parliez de CERT.fr, etc. Vous pouvez nous en dire plus et répondre à cette question, Rémi, s'il vous plaît? Oui. Être victime d'une cyberattaque, c'est absolument pas honteux. Mais ça reste en fait, pour l'entreprise qui en est victime, ou pour la structure qui en est victime, un aveu de faiblesse et Caroline nous disait, hein, ce sont des attaques multifacteurs, c'est perte d'image de marque, c'est perte de confiance, donc perte de part de marché potentiellement. Voilà. Donc c'est un réflexe en fait qui est malheureusement profondément ancré. On le voit depuis WannaCry, en fait, il y a des communications d'entreprises qui disent bah voilà, on a pris vraiment très très cher avec WannaCry, mais regardez comment on s'est reconstruit. Je prends l'exemple de Saint-Gobain qui a publié des vidéos sur ce thème-là pour montrer la résilience. Parce qu'aujourd'hui, faut être clair, hein, il y a deux types d'entreprises. Il y a celles qui se sont fait attaquer et celles qui ne le savent pas.
Voilà. Donc on n'est pas dans la gestion du risque zéro en disant ça m'arrivera jamais, ça n'arrivera qu'aux voisins, ça arrivera à tout le monde. Et l'important, c'est la résilience. C'est faire des backups. Et finalement, malheureusement, dans le cadre de l'établissement public de santé, les backups n'avaient pas été suffisamment bien restaurés, éprouvés. Donc, des partages, cet aspect coming out, il n'est pas encore ancré. On espère que ça va venir, on le promeut. Néanmoins, il y a certaines catégories d'entreprises pour lesquelles la loi l'impose. Ce sont les opérateurs d'importance vitale, bien entendu, pour lesquels il y a une chaîne d'alerte en SSI qui doit remonter au niveau de l'ANSSI, puisque c'est l'agence qui supervise ces structures critiques pour la société. Voilà. Merci Rémi. Non, je pensais que tu voulais intervenir, Caroline, non? Oui, je dirais exactement la même chose à un niveau au niveau plus large. C'est la fameuse 5e étape dont je parlais, à savoir voilà, utiliser des retours d'expérience et mettre en place de l'apprentissage collectif. Je pense que c'est en mettant en place cette épreuve et cette dernière étape et ces outils qu'on arrivera à créer une culture du risque qui fera que le risque ne soit plus uniquement vu comme une menace, mais comme une opportunité. Hein, c'est ce que Rémi disait, c'est-à-dire, voilà, ce qui est important, ça va être de se reconstruire, hein, de reconstruire son système d'information et de faire en sorte qu'il soit meilleur. Très bien. Et en tant que consommateur, personnellement, j'aurais plus confiance dans une entreprise qui est capable de se reconstruire et d'être résiliente que dans une entreprise qui met les choses sous le tapis. Et j'allais prendre l'exemple de Pôle emploi. Aujourd'hui, Pôle emploi communique sur le risque qui existe effectivement au travers d'informations vis-à-vis des recruteurs, victimes de phishing, au travers des candidats qui peuvent en vrai avoir un cybercriminel en face d'eux, en donnant tous les conseils de prévention et de sécurité face à ce risque. Très bien, merci beaucoup. Donc on peut voir qu'effectivement, cybersécurité, tous concernés, on l'est tous. Je vais retenir quelque chose que tu as dit, Rémi, tout à l'heure. Dans tous les cas, que ce soit dans la phase de préparation, d'analyse de risque ou dans la phase reconstruction, ne pas rester seul. Donc c'est la consigne que tu as indiquée tout à l'heure et que je relève pour conclure cette table ronde. Merci à tous pour votre présence. Merci à la mêlée pour l'organisation. Et puis, on va laisser la place pour la prochaine table de ronde qui s'intitule « Éthique et sécurité sont-elles compatibles avec le numérique ?» Merci et à très bientôt. Au revoir. Merci.